Gordon Douglas, je ne vais pas dire que c'est un homme à tout faire, parce que ça paraîtrait désagréable. C'est un homme qui sait tout faire. Il a commencé en dirigeant Laurel et Hardy. Il aurait pu continuer à ne faire que des comédies, mais il a fait des comédies. Mais en même temps, il a fait des polars, il a fait des films de guerre, et il a fait une multitude de westerns. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, parce que je risquerais d'ailleurs d'en oublier. Je vais tout de même vous rappeler quelques noms. The Doolins of Oklahoma, The Great Missouri Red, Only the Valiant, avec Gregory Peck, La Maîtresse de Fer, que j'avoue est un film que j'aime particulièrement. Et je vais brièvement vous rappeler ce qu'est La Maîtresse de Fer, au cas où vous ne vous en souviendriez plus, mais vous vous en souvenez certainement. La Maîtresse de Fer, c'est le Bowie Knife. C'est cette arme étonnante qu'a inventée Jim Bowie. Jim Bowie, il est joué par Alan Ladd dans La Maîtresse de Fer, il est joué par Richard Widmark dans Alamo. Jim Bowie, c'est un des trois chefs qui va mourir au siège du fort Alamo. Et Jim Bowie, il s'est fait faire par une espèce d'armurier invraisemblable, cette arme très plate, qui est une arme, c'est un couteau qu'on peut lancer. Un couteau qu'on peut lancer, donc il se fiche bien, qui est à la fois très plat d'un côté, qui s'élève. C'est le Bowie Knife de son nom. Il s'en sert, on le voit dans Alamo, au dernier moment, il est... Et ce qu'on voit de formidable dans La Maîtresse de Fer, c'est quand Jim Bowie donc, commande cette arme, il va chez le type, l'armurier qui l'a fabriqué, le type lui dit « Je vous ai fait une arme spéciale, une arme magnifique, parce que c'est une arme en même temps qui a la folie de la terre et du ciel, puisque dedans, il y a un bout de météorite que j'ai fait fondre. » La charge sur la rivière Rouge, qui est tournée en 3D, aujourd'hui où le 3D devient à la mode, eh bien, Gordon Douglas, il avait déjà tourné en 3D. Hein. The Big Land, c'est de nouveau Alan Ladd. Deux westerns très curieux avec Clint Walker. C'est Yellowstone Kelly et Le Trésor des Sept Collines. On doit aussi à Gordon Douglas un western beaucoup plus curieux, qui est très très peu sorti, qui s'appelle The Finn Walk of the West, qui est le remake westernien du Carrefour de la Mort d'Hathaway. Dans le Carrefour de la Mort d'Hathaway, le très méchant, vous vous en souvenez, était joué par Widmark. C'est lui qui balançait la pauvre vieille dame dans l'escalier. Là, c'est Robert Evans, qui est un sadique. C'est un western très très curieux, The Finn Walk of the West. Un jour, peut-être, vous le verrez en DVD dans notre collection, ça peut arriver. Donc, The Finn Walk of the West. Et alors ensuite, on a donc Rio Conchos, qu'il a tourné en 1964. On a un film sur lequel il vaut mieux passer, soyons justes, qui est le remake de La Chevauchée Fantastique, parce que quand il existe La Chevauchée Fantastique, tournée en 1939 par John Ford, le remake ne s'impose pas. Même s'il y avait de bons acteurs, ça ne s'imposait pas. Et ensuite, il y a Barquero, et il a terminé avec un remake de Nevada Smith pour la télé. Donc, c'est une grande carrière westernienne, il va faire de tout. Rio Conchos, c'est un film très curieux. Il est, bon, on est en 64, il est déjà matiné, disons, du changement du western. Le western n'est plus comme dans les années 50. Il y a le western italien d'un côté, il y a Peckinpah de l'autre côté. Le western est en mutation. Et c'est déjà une interprétation différente, là, avec Anthony Franciosa, avec Jim Brown, qui a renoncé au sport pour Jim Brown, qu'on verra sans doute dans Les Sans-Fusils, dans notre collection. Il ne faut pas oublier, dans les années où nous sommes là, nous sommes en 64. 64, les studios vont très mal. Les studios vont très mal, notamment pour deux raisons. Trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a la télévision. La télévision a habitué les Américains, les spectateurs américains, à amortir l'achat de leur télé au nombre d'heures où ils seront scotchés devant. Donc, ils regardent à la télé, ils regardent n'importe quoi. Bon, un. Deux, l'application, ça je le dis souvent, mais il faut le redire à chaque fois, l'application de la loi Sherman antitrust à l'industrie cinématographique a été une catastrophe. Je ne sais pas, la loi Sherman, elle est destinée à casser les trusts. Je ne sais pas s'il faut casser les trusts automobiles et aéronautiques, ce n'est pas mon domaine, je n'en sais rien. Dans le cas du cinéma, ça a été catastrophique. Parce que, sans refaire l'histoire d'Hollywood, ce n'est pas l'objet ici, mais la grande force du cinéma hollywoodien de la grande époque, c'est-à-dire en fait jusqu'à, en gros, des années 60, c'était que les grandes firmes de cinéma, la MGM ou la Fox, la Paramount, produisaient des films, distribuaient ces films et les exploitaient, ces films, dans leurs salles.
C'est-à-dire, ça permettait de prendre des risques. Parce qu'au lieu de se dire, ah, est-ce que je vais pouvoir trouver un circuit, des salles pour passer mon film, ils produisaient, avec le talent qu'ils avaient, le meilleur possible, parce qu'ils savaient qu'ils l'exploiteraient eux-mêmes dans leur salle. L'application de la loi Sherman antitrust, ça a pris heureusement plusieurs années, a séparé le secteur de la production du secteur de la distribution et de l'exploitation. Donc à ce moment-là, les grandes firmes qui avaient déjà la télé comme rivale se sont trouvées à être obligées de discuter avec des indépendants, avec des circuits de salles qui ne leur devaient plus rien. Et autre chose, tout ceci a eu des conséquences financières, comme on peut le deviner, redoutables, ce qui fait que énormément d'acteurs, et la plupart des réalisateurs, n'ont plus été mis sous contrat et donc faisaient n'importe quoi, allaient d'un film à un autre, d'une firme à un autre. Avant, les gens étaient sous contrat, étaient royalement payés, il y avait une discipline de fer, mais le studio, disons, faisait tout pour assurer leur promotion, choisissait les rôles, bon, le studio s'occupait d'eux. Ensuite, il n'y a plus personne. Alors, on voit arriver des gens qui, en effet, Stuart Whitman, c'est pas un mauvais acteur, c'est pas du tout un mauvais acteur même, comme Anthony Franciosa ou Jim Brown. Mais enfin, c'est pas Spencer Tracy, c'est pas Clark Gable. On a tout de même l'impression qu'à un certain moment, on a pris un peu n'importe qui. Il suffisait que quelqu'un tape dans un ballon ou soit décathlonien pour qu'on l'engage. Il suffisait que quelqu'un ait eu quelques petits rôles sympathiques à la télé pour qu'on l'engage au cinéma. C'est pas comme ça nécessairement qu'on fait des stars. Et c'est tout de même le moment, ce milieu des années 60, où le cinéma américain est complètement en train de flotter, pour être juste. Et en plus, il y a une quatrième calamité, c'est l'imitation, vouloir imiter. Alors heureusement, ce n'est pas le cas de Rio Conchos, c'est de vouloir imiter le cinéma européen. Où à un certain moment, on a fait croire aux cinéastes américains que rien ne valait Fellini, Bergman ou Truffaut. Les trois ont beaucoup de talent, on est bien d'accord, mais les Américains ont du talent aussi, surtout sur leur talent à eux. Ils ne sont pas là pour faire l'imitation des autres. C'est le moment aussi où on a fait venir des cinéastes français qui auraient mieux fait de rester en France que d'aller tourner aux États-Unis. Et ce qui est le plus intéressant, moi j'avoue, ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est le personnage que joue Edmond de Brienne. Cette espèce de colonel qui ne supporte pas la défaite du Sud, la reddition du général Lee à Appomattox. Alors, il y a un autre film déjà qui parlait de ça, on s'en souvient, c'est Jugement des flèches de Fuller. Qu'est-ce qu'on voyait dans le Jugement des flèches? C'est quelqu'un qui essayait de continuer la lutte. Il avait tiré la dernière balle de la dernière minute, de la dernière heure, du dernier jour de la guerre de sécession. Là, le colonel qu'on voit, il n'a qu'une envie, en fait, c'est de continuer la guerre. Continuer la guerre contre les nordistes avec les Indiens, en armant les Indiens. Je pense que d'ailleurs, il y a eu d'autres personnes qui ont eu des idées un peu folingues comme celle-là. Donc, et ce colonel, joué par Edmond de Brienne, il vit dans un autre monde. Il vit dans une espèce de palais. C'est à la fois un fort et un palais. Il y a des canons. Et il y a des faux décors. On a l'impression qu'il est dans un décor de cinéma. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est tout à fait stupéfiant dans le film. Le film, en revanche, est tout à fait normal. Il y a toutes les scènes de bataille qu'il faut. Il y a la mort des personnages. Je ne vous dirai, rassurez-vous, je ne vous dirai pas lesquels. Vous verrez comment ils meurent. Ce sont des scènes très, très fortes, etc. Mais ce personnage, joué par Edmond de Brienne, vivant dans une espèce de décor de cinéma, dans une espèce de folie furieuse, puisqu'il rêve de continuer une guerre qui s'est arrêtée. Enfin, les guerres indiennes continueront. Elles ne continueront pas ce ne sera pas l'occasion d'utiliser les Indiens contre les nordistes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est certainement donc la spécificité de Rio Conchos. Et Richard Boone, il a toujours été là. On l'a toujours vu dans des films, dans des petits rôles, dans des plus grands rôles. C'était une grande vedette de télé. Et en effet, quand on le voit là, il écrase tout le monde. Il fait partie de ces acteurs, c'est un peu comme Raymond Burr, ces acteurs très grands, très amples, qui en fait écrasent tout. Mais en même temps, son personnage est moins fort que celui d'Edmond de Brienne. Richard Boone est peut-être arrivé un peu vite à une espèce de poste de vedette qui fait qu'il a eu moins de rôles, on l'a moins vu. Il a moins marqué que... C'est vrai que même s'il a une gueule, on se souvient beaucoup moins de lui que de Lee Marvin
C'est pas quand on passe à Veracruz, quand on voit tous ceux qui avaient dans Veracruz, Borgnine, Bronson, ces gens-là, on s'en souvient mieux que de Richard Boone. On ne le reconnaît pas toujours, Richard Boone. Rio Concha, c'est un film tout à fait curieux, vous allez vous en rendre compte.